Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien ici. En tout cas, j'espère que chez vous, soit dans votre foyer, auprès de votre famille, vos parents, vos enfants, petits-enfants peut-être, ou avec vos amis, ou tout seul, enfin je vous salue néanmoins. Ou alors sur votre lieu de travail, si vous pouvez tapoter un petit peu sur internet et puis regarder comme ça à la volée cette vidéo. Je vous salue, je vous souhaite le bonjour bien sûr. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui rejoignent la chaîne. Moi, je vous avertis, si vous voulez que ça continue, que l'on parte sur des bonnes résolutions, bah écoutez, abonnez-vous déjà, partagez cette vidéo et surtout, et je dirais même avant même l'abonnement peut-être, c'est de commenter un sujet que vous écoutez sur cette chaîne, même sur des anciennes vidéos, ou sur des choses, sur des sujets que vous voulez voir traités. Si toutefois ça me sied, si cela me convient, bah, je verrai, je vais réfléchir, je vais prendre des résolutions. Je vous répondrai de toute façon individuellement. Enfin, si vous êtes une centaine, non, peut-être pas, mais sinon ce sera globalement la réponse. Sinon, je vous saluerai tous. Alors, bien sûr, activez la clochette, et puis voilà, à vous de voir, chers amis. Et bien sûr, mettez un pouce en l'air ou en bas. Non, le contraire, en haut, en bas. Je l'ai fait exprès, rassurez-vous. Alors, chers amis, voilà, nous partons. Ah ben, j'ai même pas partagé cette. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je l'ai même pas partagé. Non, c'est là. Non plus. D'accord. Pardonnez-moi, chers amis, j'ai pas encore bien l'habitude, la dextérité de partager mes vidéos, évidemment. Vous comprendrez que c'est délicat pour moi. Alors nous allons directement sur le sujet de notre journée, là, à savoir notre histoire. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça au moins? Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, et on le partage bien sûr, évidemment. Alors, chers amis, bien sûr, nous poursuivons. Pardonnez-moi si c'est si long, si c'est tellement long ce parcours biographique de Charlemagne, mais c'est qu'il est nécessaire de mettre bien les choses au point. Mettre des points sur les i, comme on dit, des barres sur les t. C'est très important. Vous conviendrez peut-être que c'est nécessaire. Sinon, bah écoutez, si vous voulez pas globalement connaître la suite, écoutez, je vous empêche pas de ne pas regarder cette vidéo ou ces vidéos, puisqu'elles traitent toutes du même sujet pour le moment. Alors nous sommes dans les conditions de l'expansion territoriale, semble-t-il, royaume franc en 768 et son environnement. Je vais peut-être parcourir un peu plus rapidement, parce que, bon, vous le lisez aussi, chers amis, j'espère, parce que si vous attendez que je commente toutes les phrases, alors là, on n'a pas fini. On va y passer des heures et des journées. Alors, le royaume inclut les territoires solidement tenus par les Francs, Austrasie, Neustrie, Bourgogne, Provence, Alémanie, et les territoires semi-autonomes, l'Aquitaine, la Vasconie, la Septimanie, la Bavière et la Frise. Alors la Frise, je crois que c'est allemand, il me semble. Ah non, c'est hollando, excusez-moi. Excusez-moi, chers amis des Pays-Bas, je ne savais pas. Oui, voilà, bon, d'accord. Ok. Au-delà de la Manche, les royaumes anglo-saxons. Alors là, je vous laisse parcourir, parce que on va pas finir. Plus éloignés, les Scandinaves, du Danemark, les Slaves, Wales. Alors là, l'Allemagne encore. La Baudrite, les Abodrites plutôt. Ouais, bon. L'actuelle Allemagne aussi. Le Linon, alors là, je vois pas, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien. Sorbe, je sais pas ce que c'est. Ah ben, ouais. Un peuple slave, tiens. Ça nous rapproche déjà de la Russie, tout ça. Au-delà de l'Elbe, les Slaves méridionaux et les Avars plutôt. Les Avars
était une alliance de plusieurs groupes de nomades eurasiens, parfois qualifiés de turco-mongols, d'accord. Semi-nomades, lucophones et panobi. Excusez-moi, chers amis, je suis enroué parce qu'avec tout ce qui nous balance dans le ciel, là, les chemtrails, hein, ça n'arrête pas. Et ici, je peux vous dire qu'il y a des retombées d'aérosols, c'est effrayant, si vous saviez. Ils appellent ça du brouillard, bien sûr, mon œil, oui. Brouillard toute l'année, ça me paraît bizarre. L'Empire byzantin a perdu beaucoup de territoires en Asie. Bon, allez, je vous laisse par contre tout ça. Organisation politique du royaume franc, donc. Dans le royaume franc, les puissants, principalement les ducs, comtes et marquis, accueillent des hommes libres, qu'ils éduquent, protègent et nourrissent. L'entrée dans ce groupe se fait par la cérémonie de la recommandation, évidemment. Ces hommes deviennent des guerriers domestiques, vassals, oui, les vassals, c'est ça. Non, les vassis, pardon, les vassis. Oula, attention, pas vassal. Attachés à la personne du seigneur. Bon, ça, on avait vu ce que c'est. Hein. Vassu signifie jeune homme, fort et adonné en français, vassal. Voilà, c'est ça. La vassalisation, c'est bien ça. En opposition à seigneur, qui signifie vieux et adonné seigneur. Oui, bah voilà, les vassaux, c'est ça. Les serfs, pour les plus petits encore. Ceux qui sont encore en dessous des seigneurs, des marquis, des comtes, bon, c'est les serfs. Ça, c'était bien tout à fait dans la période carolingienne et puis par la suite, bien sûr. Le seigneur doit entretenir cette clientèle par des dons pour entretenir sa fidélité, évidemment. Il faut donner la carotte en mettant le bâton bien loin, bien sûr, hein, pour faire courir le pauvre qui croit saisir la carotte et qui la saisira jamais, quoi. Ou alors que des miettes. Voilà, Charlemagne se retrouve... Alors, attendez, je continue peut-être un peu. La monnaie d'or, devenant rare, voilà, du fait de la distension des liens commerciaux avec Byzance. C'est ce que je vous ai dit, hein. Byzance s'étant repliée sur elle-même, puisqu'elle n'avait plus suffisamment pour elle-même. Byzance était chrétienne, je crois déjà, hein, avant d'être musulmane, bien sûr, qui perd le contrôle de la Méditerranée occidentale au profit des musulmans. Voilà, c'est ça. Alors donc, la richesse ne peut guère provenir que des routes commerciales de l'Aquitaine, hein, qui de la guerre, celle-ci procure du butin et permet éventuellement de conquérir des terres qui peuvent être redistribuées. Alors là, je ne sais pas si c'est là que je vais faire une intervention personnelle, non? L'intervention de marché, oui, bien sûr. Voyant. Guerrier et paysan, vous voyez? Tout ça, c'est... Et c'est quand même intéressant. Georges Duby, je ne sais pas, j'ai entendu parler, oui, Philippe Norel. Alors, en l'absence d'expansion territoriale, les liens vassaliques se distendent. Pour se pérenniser, une puissance doit s'étendre. Ah, évidemment, depuis des générations, les Pépinides étendent ainsi leur domination et leur compte. Oh là là, et leur compte, oui, c'est ça. S'enrichissant donc cèdent des terres à leurs propres vassaux. Oui, mais attention, pas aux serfs, hein. Aux vassaux, les marquis, les ducs, les comtes, hein, seulement. Charles Martel et Pépin, le bref, reprennent à l'église une grande partie de ses biens pour les distribuer aux vassaux, oui, aux seigneurs, bien sûr. Ceci leur permet, tout en stabilisant leur acquis, d'avoir les moyens d'être à la tête d'une armée sans égale dans l'Occident médiéval. Charlemagne se retrouve avec le même problème. Il doit s'étendre en permanence pour entretenir ses vassaux et éviter sa
dissolution de ses possessions. Je l'avais pas lu ça. Je sais plus. Pendant tout son règne, il tente de les fidéliser par tous les moyens, évidemment. Oui, je crois que je l'avais lu. Ah ben oui, j'en étais là. C'était là. Excusez-moi, chers amis. Bon, ben, je me suis trompé. Alors, durant les 3 premières décennies du règne de Charlemagne, le territoire du royaume s'accroît nettement, quoique de façon plus ou moins solide. Intégration complète des duchés d'Aquitaine et de Bavière, conquête du royaume des Lombards, évidemment, 1674, de la Saxe, de quelques territoires en Espagne, dans les possessions byzantines et dans les pays slaves, expédition contre les Avars et les Bretons. Vous avez bien entendu, chers amis, contre les Bretons. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, vous comprenez qui étaient les esclaves. Eh oui, dinar contre esclave, alors on va en reparler. Hein. Dinar, c'est l'or que possédait le sultan de Cordoue. Hein. Pas que de Cordoue, remarquez, partout où il y avait un sultan, il possédait une grosse quantité d'or qu'il faisait produire avec leurs esclaves, hein, bien sûr, évidemment, hein, à l'époque. Mais les esclaves... alors, l'or, bon, vous comprendrez que l'empire carolingien de Charlemagne, hein, j'entends bien, va demander de l'argent aux musulmans, mais pas directement. Pas directement. Il mettra en mouvement des marchands, mais des voyageurs. Bon, vous voyez ce que je veux dire, des nomades, hein, enfin des nomades marchands. Déjà en bon terme avec les musulmans et les chrétiens. Vous voyez de quoi je parle? Non, vous voyez pas? Faites un peu le rapprochement, vous verrez. Alors, en 1668, Aquitaine et Varsovie, bon, on va pas trop lire, je vais pas lire ça, peut-être, non, c'est pas... Alors l'Italie, de toutes les guerres de Charlemagne, celle qui entreprit contre les Lombards, en se substituant ainsi à l'Empire d'Orient, comme protecteur de la papauté, sont les plus importantes, par leurs conséquences politiques et celles aussi où se montre les plus clairement le lien qui attache intimement la conduite de Charles à celle de son père. Alors Charles Ier et Charlemagne, bien sûr. Hein. L'alliance avec les papes les imposait non seulement dans l'intérêt du royaume franc, mais dans celui du roi des Francs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'alliance de la papauté, donc elle s'est faite, si vous voulez, avec un consentement de la part des rois carolingiens, dont le premier d'entre eux, bien sûr, c'est pas le premier, mais enfin le troisième, on va dire Charlemagne. Le troisième. Mais lui, il va faire beaucoup plus, si vous voulez, alliance avec la papauté que ne l'ont fait ses deux rois prédécesseurs. Oh là, j'y arrive. Donc, Pépin le Bref et puis bien sûr Charles Martel. Alors, mais dans ce... Pépin le Bref avait été... Voilà, Pépin le Bref avait expiré. Ça, c'était l'accord au départ hein, avec Pépin le Bref. Mais il a expiré, comme on le dit. Avait expiré à la fin de son règne, un arrangement pacifique avec les Lombards. Charles épousa Désirée, voilà la fille de leur roi Didier. Désirée, on voit pas la gravure, la peinture, qui vécut durant le troisième quart du 8e siècle, était une princesse lombarde, fille du roi Didier, première épouse officielle, oui, parce qu'il y en a eu d'autres. Oui. Pour faire des alliances, Charlemagne, il divorçait, il se séparait d'une femme puis en prenait une autre. Ça, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a pas qu'en République, vous voyez. Mais enfin bon, en République, si vous voulez, on se rend beaucoup mieux compte parce que les rois, au moins, dans un... Peut-être pas, je ne sais pas pour Charlemagne, mais en tout cas, dans bien des cas, les femmes et les concubines que les rois se prenaient, notamment Louis XIV et tout ça, on l'a su que bien après. Hein, sur le moment, c'était tenu caché
Pas étouffé, oui, étouffé peut-être lui aussi, mais enfin caché. Bon, remarquez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas non plus le téléphone, hein, voilà, etc. Bon, mais ce mariage ne servait à rien. Bah oui, ça c'est... Les Lombards continuèrent de menacer Rome. Oui, parce que les Lombards étaient d'origine odinique aussi. D'origine, je vous le rappelle, à la fois de allemande, enfin saxe, et en même temps de ce peuple qui a donné naissance aux Suédois, Norvégiens, on les appelle comment déjà? Oh, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, Rome. Et leur roi nous-mêmes contre son gendre de dangereuses intrigues avec le duc de Bavarois. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Scandinavie, voilà, Scandinavie. Le peuple des Lombards, donc mes ancêtres en quelque sorte, hein, viennent des Scandinaves. Alors la Scandinavie, elle touche à la fois une partie de la Saxe, pas la Bavière je crois, de la Saxe donc alémanique, hein, allemande, mais aussi une partie du nord, plus vers l'actuel pays de Suède, le royaume de Suède et de Norvège. Voilà. Et donc c'est un peuple qui portait la barbe longue, hein, vous savez, on les appelait, je ne sais pas pourquoi, les Lombards, Langobardie qui voulait dire en français longue barbe. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Et ils étaient païens, enfin, selon les chrétiens, selon les croyants chrétiens, ils étaient païens, pas du tout. Ils étaient odiniques, c'est tout. Ils avaient la religion primordiale qui a donné une civilisation dont Oleg de Normandie vous retracera beaucoup mieux que moi. Bon, il a déjà fait des vidéos, il a des livres là-dessus, je vous invite à aller voir ses vidéos ou sur Esprit Viking, ses ouvrages, ils sont excellents. Alors, avec alors, attendez, des Bavarois et avec des dangereuses intrigues avec le duc des Bavarois, pardon, et avec la propre belle-sœur de Charles, donc la propre belle-sœur, oui bon. Alors, en 1773, j'allais dire en 1773, non, en 1773, Charlemagne intervient à la demande du pape, évidemment, contre Didier. Oui, parce que bon, le peuple lombard voulait pas se soumettre à la foi chrétienne. Bon, ils s'y soumettront de force, d'ailleurs, plus tard, ou peut-être dans cette période. Hein. On va le découvrir ensemble, je pense. Hein. Mais les Lombards sont d'origine odinique. Un peu comme le nord actuel de la Norvège, l'Allemagne, en partie, la Norvège, la Suède, enfin tous ces pays-là, quoi. L'armée franque traversait les Alpes durant l'été 1773, mais le siège devant Pavie, voilà, là où était le roi peut-être, hein, le roi des Lombards. Voilà. Alors on va lire ça. Le siège de Pavie, tenu de 1773 à 1774, dans le nord de l'Italie, entraîne la victoire des Francs, commandés par Charlemagne, sur les Lombards, commande par le roi Didier. Je comprends rien. Commandé par le roi Didier, pardon. Septembre et occupe assez facilement le reste du royaume lombard. Bon, ça. Pavie, affamé et en proie à des épidémies, tombe en juin 1774. Charlemagne s'adjuge lui-même le titre de roi des Lombards. Gratia de Rex Francorum, voilà, et Langobardorum. Oui, ça c'est en latin, c'est encore en latin. Bon, bref, roi des Lombards et des roi des Francs, pardon, et des Lombards, décidément, par la grâce de Dieu, oui, bien sûr. Le 10 juillet, vous voyez, c'est le pape, donc, le pape, il s'appelle comment, lui oh là là, je me rappelle déjà plus. Bon, enfin, bref, c'est pas important. Enfin, si vous le lisez, vous le retiendrez plus facilement que moi. Le 10 juillet, bon, je vous laisse continuer. Tandis que certains historiens affirment que il est proclamé roi par l'archevêque de Milan, évidemment, qui lui aurait posé la couronne de fer des Lombards sur la tête de Charlemagne, prend alors le titre de roi des Lombards.
Didier est envoyé comme moine à Corbie. Le reste de sa famille est aussi neutralisé, à l'exception d'Adalgis. Qui c'est ça, Adalgis? Ouais, bon, et ça suffit. Et un prince lombard d'Italie, fils du dernier roi des Lombards, Desiderius. Je crois que c'était. Ah, bah oui, Didier, oui. Desiderius et Didier. Voilà, regardez. Voilà, oui, regardez. Voilà. La couronne de fer. Bon, Charlemagne prend le titre, oui, d'accord. À l'exception d'Aldagis, qui se réfugie à Constantinople. Le duché de Spolète se soumet à la domination franque en acceptant comme duc et un protégé du pape Hildebrand. C'est un pape, lui, oui. Il était le duc, de Spolète, pardon. Le duché de le duché de Bénévent reste aux mains d'Arigis, donc un lombard, je crois. C'est pas ça? Lombard, oui. Voilà, d'accord. Gendre de Didier, donc, mais doit fournir des otages. Ah, tiens, des esclaves. Voilà, nous y voilà. Vous voyez, nous y voici. Nous tombons à point nommé, chers amis. En particulier son fils, voilà, Grimwald, qui sera élevé à la cour en 1676. Les Francs conquièrent le duché de Frioul. Le duché de Frioul, bon, c'est en Italie, bien sûr, hein, évidemment. Vous en seriez douté, chers amis. Alors, en 781, le duc, fils de Charlemagne, Carloman, pardon, en 781, le second fils de Charlemagne, Carloman, donc, alors rebaptisé Pépin, est couronné à Rome, roi d'Italie, titre qui ne correspond pas à un état formel. Par la suite, Pépin assume sous le contrôle de Charlemagne, évidemment, les fonctions de roi des Lombards, la principale personnalité du royaume au début du règne de Pépin, et Adélard. Adélard, ça me dit quelque chose. Oui, c'était Adélard. Adélard, je ne sais plus comment, la légende, enfin pas la légende, mais bon, enfin bref, cousin de Charlemagne, non, c'est pas ça. Les problèmes sont assez nombreux. Relation avec Régis et avec les Romains d'Orient. Bon, on va passer un petit peu rapidement, sinon on va pas pouvoir continuer. Alors, attendez, je parcours rapidement aussi, là. Ouais, bon. Saxe, bon, c'est la Saxe, d'accord. Partout où Charlemagne va passer, hein, partout où il va passer, l'Italie, la Saxe, enfin tous les pays là, que l'on regarde, l'Espagne. Alors, Espagne. Alors là, c'est autre chose parce que les musulmans sont fortement présents. Depuis leur défaite à Poitiers, les musulmans n'avaient plus menacé la Gaule. Ah, vous voyez, c'est encore la Gaule sous Charlemagne, hein, c'est bien ce que je pensais. L'arrière-garde qu'ils avaient laissée dans le pays de Narbonne en avait été refoulée par Pépin le Bref, l'Espagne où venait de s'installer l'émirat de Cordoue, ne regardait plus vers le nord et dirigeait son activité vers les établissements islamiques proches de la Méditerranée. Les progrès de l'islam dans les sciences des arts, l'industrie et le commerce sont aussi rapides que ses conquêtes. Mais ces progrès eurent pour conséquence de le détourner des grandes entreprises de prosélytisme pour les concentrer sur lui-même. Oui, bon. En même temps que les sciences se développèrent et que l'art s'épanouit en
en Espagne à Cordoue, surgirent des querelles religieuses et politiques. L'Espagne n'en était pas plus épargnée que le reste du monde musulman. C'est l'une d'elles qui provoqua l'expédition de Charlemagne au-delà des Pyrénées. Alliance, alors voilà, là nous y arrivons. Alliance avec Sulayman ibn al-Arabi en 777. En 777, lors de l'assemblée de Paderborn, c'est où ça? Paderborn, en Allemagne, d'accord. En Saxe donc. En Saxe, Charlemagne reçoit les émissaires de plusieurs gouverneurs musulmans d'Espagne, y compris celui de Barcelone. En rébellion contre l'émirat de Cordoue, Sulayman s'engage à permettre aux Francs de s'emparer de Saragosse. Charlemagne décide de donner suite et d'intervenir dans le nord de l'Espagne, sans doute moins pour des raisons religieuses. Des lettres du pape de cette époque montrent que celui-ci préférerait une intervention en Italie contre les chrétiens que pour sécuriser la frontière sud de l'Aquitaine. Expédition de 778, une double expédition est mise sur pied au printemps 778 et durant, bon là on va pas trop lire parce que sinon je m'en sors plus. Pour les constitutions de la marche d'Espagne, d'accord. Autre Bavière. Les Avars, les Frisons, les Bretons. Ah, là nous y arrivons. Alors, venus du 5e siècle de Bretagne, les Bretons sont des chrétiens organisés en principautés, subdivisés en seigneuries, dirigés par un Macrelm. C'est écrit en breton évidemment. Ils occupent l'ouest de la péninsule armoricaine, de Moniel, Cornouailles et Vannelet. Les Vannetais, Bretagne pour les Bretons a cependant été pris par les Francs. À la fin du 8e siècle, les comtés de Nantes, Rennes et Vannes forment la marche de Bretagne. Les Bretons sont en principe tributaires du royaume franc, mais cela n'empêche pas des opérations de pillage. En 786, Charlemagne envoie des forces considérables pour soumettre les c'est écrit en breton, chers amis. Moi, je ne lis pas le breton. Voilà, si vous arrivez à le lire. Bon, excusez-moi. D'autres expéditions sont organisées par la suite en 799 avec le comte Guy de Nantes, puis en 811 toujours avec un succès limité. Malgré cela, une partie de l'aristocratie bretonne ralliée fournit des cadres à la monarchie franque. C'est d'elle que, sous le règne de Louis le Pieux, sortira Nominoé, né vers 800, mort le Vendôme et le souverain de Bretagne de 845, d'accord. Bon, la conquête des Slaves. Vous voyez, il ne parle pas des déportations de populations non soumises au pape. Vous voyez, il vous en parle pas. Pourtant, les conquêtes de Charlemagne s'accompagnaient d'un nombre plus ou moins important du clergé, des moines, peut-être des évêques, je ne sais pas, des prêtres, je ne sais pas également, des prêtres romains, attention, pas des prêtres, pas des druides, s'il vous plaît, même si c'est encore la Gaule. Mais bon, non, il a porté aussi l'évangélisation dans chaque territoire qui
qui conquéraient, vous voyez. Et c'est de là que les Bretons, qu'on appelait les Sarrasins, mais dans un esprit de confusion, en disant que les Sarrasins c'était un peuple musulman, pas du tout, les Sarrasins c'est les Bretons, car le Sarrasin étant un épi, un petit peu comme le blé si vous voulez, plus brun, avec quoi on fait des galettes brunes, vous voyez, et non pas des crêpes. Eh bien, les Sarrasins, c'est les Bretons, les Normands, enfin tous ces gens qui étaient dans l'ouest, le nord-ouest de la Gaule. Couronnement impérial, voilà. Bon, on y viendra plus tard, chers amis. Je sais que c'est long, vous allez me dire, mais enfin, Raymond, on va s'arrêter quand avec Charlemagne? Vous voyez tout ce qu'il y a encore? Il y en a encore beaucoup. Écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon, je vais vous ennuyer peut-être. Ouh là là, c'est très long, en effet. Bon, la prochaine fois, on ira... Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais poursuivre encore. C'est pas que je m'intéresse pas à Charlemagne, mais bon, j'aimerais bien passer à d'autres sujets. Attentat contre Léon II plutôt, ou 3, non, Léon III, 25 avril, et ses conséquences. Situation... couronnement impérial. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que étendue territoriale, écoutez, voilà. Les Bretons, on l'a dit, les Slaves. On va s'arrêter là et puis on verra plus tard. Demain, je vais voir si je peux aller encore plus vite. Chers amis, c'est pas tellement facile, je dois vous dire. Alors, j'avais une actualité, plus ou moins un peu d'actualité à vous donner. Enfin, pas tellement, remarquez. L'actualité se répète. Ah oui, on va aller sur... peut-être sur 4.4. Voilà, on va mettre ici... Voilà, vous savez que... Décès de Catherine Laborde, c'était une présentatrice du petit écran. Elle est morte à 73 ans. C'est mon âge, Voilà. Mais je voulais vous passer peut-être quelque chose qui va vous faire un peu grincer des dents. Voilà, c'est cet homme-là. Merci en tout cas Marcel de donner cette information, qui date depuis 2 jours, je crois, ou peut-être plus. Cet homme-là, Larry Fink, patron de... Comment il s'appelle BlackRock, vous savez, BlackRock, c'est les hauts financiers qui, avec Bill Gates et d'autres groupes, financent un peu votre nourriture, votre pouvoir d'achat en quelque sorte, un peu comment vous allez vous habiller, quel magasin il faut maintenir dans tel pays, pas dans tel autre, ainsi de suite. Et puis surtout délocaliser. Alors là, délocaliser, ça veut dire, comme dit Bernard Arnault, que je cite, délocaliser maximum, parce que il faut aller vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère, forcément. Alors lui, en avril 2024, cet homme-là, donc Larry Fink, disait que, PDG de BlackRock, je viens de le dire, a affirmé que les pays dont la population diminue sont les grands gagnants économiques, voyez-vous. Selon lui, les problèmes sociaux seront plus faciles à régler lorsque les machines remplaceront les humains. Les humains, et non pas les êtres vivants, parce que pour eux, vous n'êtes pas un être vivant, vous n'existez pas. Vous êtes un être humain, persona, masque, personnalité juridique, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas être vivant, Pour eux, non, vous êtes qu'une marchandise. C'est en gros ce qu'il veut dire. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy en 2007, je crois, si je me rappelle bien, lorsqu'il a été élu président de ce pays, du royaume, pays du fromage, pays de l'Hexagone, c'est ce qu'il avait dit. Et lui, il ne fait que répéter ce que... D'ailleurs, BlackRock, c'est eux qui donnent la ligne directrice des discours d'Emmanuel Macron. Par exemple, oui, BlackRock, il n'y a pas que McKinsey, McKinsey, c'est la partie financière. BlackRock, c'est pas que financier, c'est aussi la bourse, c'est aussi la gestion de vos biens, de vos factures, par titrisation, vous voyez. La titrisation, c'est une facture déjà payée. Et vous payez encore la facture. Vous voyez, on paye tous la facture. On paye 2 fois une facture, en fait. Puisqu'en fait, la facture est déjà prépayée. Quand vous recevez d'un distributeur de téléphone ou d'un distributeur d'énergie comme EDF, GDF, Enedis et compagnie, il vous envoie une facture, vous avez déjà payé cette facture, elle est déjà payée. Cotée en bourse en plus.
Ce qui veut dire que sur votre dos, ils se font de l'argent et vous payez encore. Vous voyez. Et lui, il appelle à la diminution des populations, ce que déjà réclamait Georges Soros, et puis quelqu'un qui anthropologue, entre guillemets, anthropologue de mes trois, à savoir Bill Gates, qu'ils appellent tous à une diminution des populations. Et lui, ouvertement, il ne le cache pas, remplacer les hommes par des machines. Donc diminution des migrations, diminution de main-d'œuvre pour remplacer petit à petit tout par des machines, quoi. Bon, voilà, Covid, alors, qu'est-ce que j'avais à dire là? Je crois qu'on l'a déjà vu, victime, voilà. Oui, en ce moment, vous savez que Trump et puis, comment il s'appelle, Kennedy Jr., ils se battent pour faire reconnaître, d'ailleurs ils ont écarté Fauci, vous le savez, le responsable du Covid au State, comme on dit, et donc ils font comment dire, en fait ils demandent à ce que les dossiers soient révélés sur la manipulation de tous ceux qui ont mis en place en 2019 la crise Covid, en dénonçant la véritable origine du virus, si tant est qu'il y a virus, du Covid-19. Tout ça, ça vient de laboratoire. Maintenant, tout le monde le sait. Bon, bien qu'il y a des gens qui encore mettent la tête dans le sable en disant mais non, vous exagérez. Il y en a encore qui continuent à croire que c'est faux, quoi. L'implication de Larry Fink, BlackRock, donc le PDG de BlackRock, dans la dissolution de l'Assemblée nationale, où ça? Ah, c'est lui qui a donc dimanche 9 juin, vous voyez, au soir. Oui, lorsque Macron a dissous l'Assemblée, voilà, lui, il était bien sûr impliqué. Je vous dis, c'est lui qui dirige notre économie, notre pays, voilà, vous voyez. Dimanche 9 juin, bon, c'est pas une actualité récente, évidemment. Au soir, notre cher président a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale d'après l'analyse financier Guy de la Fortelle. Cette décision aurait été influencée par Larry Fink, PDG de BlackRock. Bon, c'est pas étonnant. Bon, tout ça, chers amis, ce n'est que... Bon, ça, vous le saviez, je pense que je n'invente rien. Je n'invente rien. Bon, après, non, d'actualité, il n'y a pas grand-chose, apparemment. Christian Perron, ah oui, Christian Perron qui s'est entretenu avec le ministre de M. Donald Trump avec Robert Kennedy Jr. Donc, alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dit d'ailleurs, on va voir un petit peu. Nicolas Vidal, chez Toxin, donc c'est une chaîne de réinformation aussi, voilà. Le professeur Christian Perron, médecin infectiologue, ancien chef de service du CHU de Garches-les-Gonesse, donc pour les franciliens, depuis les USA pour l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, notamment avec la branche santé conduite par Robert Kennedy Jr. Robert F. Kennedy, bon, je ne sais pas ce que c'est que, voilà. Tout va être remanié. En effet, ces dernières décennies, les institutions comme le CDC, le NIH et l'OMS ont été phagocytées par Big Pharma et industries associées, souvent financées par des fonds privés comme ceux de Bill Gates. Tiens, ah bon, l'anthropologue... Le philanthropique. D'ailleurs, quand j'entends ce mot, que ce soit Bill Gates ou un autre, il n'y a pas que Bill Gates qui se disent philanthrope. Ouh, chers amis, là, j'ai les cheveux qui me frisent sur le crâne, vous voyez, le peu que j'ai. Et pour protéger cette corruption systémique, rien de mieux qu'un outil comme les médias, télé et radio, vantant le philanthropisme de certains. Vous voyez, c'est ça. Le philanthropisme est une couverture, quoi, ou un masque si vous voulez. C'est pour montrer qu'on s'intéresse aux gens, qu'on leur vient en aide. Alors aux gens lesquels? Mais pas chez vous, ben non, pas ici dans l'Hexagone. Mais non, il y a plus urgent.
Où ça? Eh ben, je sais pas, moi, au Mali, je sais pas, en Inde, je sais pas, moi, dans d'autres pays, mais, ah ben non, pas en Hexagone, mais pourtant, madame, monsieur, madame, il y a bien des malades ici, il y a bien des gens, ah ben, oui, écoutez, ils sont quand même plus chanceux que eux là-bas, vous comprenez? Voilà, c'est tout un raisonnement de gauche, se disant démocrate, philanthrope, hein, comme je vous dis, mais en fait, ce qui est dans leur propre pays, ils s'en fichent pas mal, quoi. Demandez à Bill Gates de soigner un Américain. Qu'est-ce que ça peut lui faire, lui? Non. Par contre, soigner des gens avec des médicaments périmés, oh là là, pour pas dire non homologués, non reconnus officiellement, ah ben ça, pour ça, oui, ils envoient des caisses entières, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pauvres gens, ils meurent là-bas. Voilà, ben oui, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est le climat. Bon, voilà. Bon, mes chers amis, j'ai pas d'autres sources d'actualité à vous donner, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, je peux pas non plus inventer ce qui n'existe pas. Ici, le chômage chez nous, donc dans l'économie, le chômage en hausse de 3,9%, la plus forte augmentation en 10 ans. La situation est désastreuse. Bon, vous savez que M. Emmanuel Macron, notre cher président, est allé au Louvre en disant, alors, selon des bruits, la Joconde ne serait plus le sujet d'un grand intérêt national. Ah bon? Alors on ne sait pas qui a dit ça, hein, remarquez, bon, on ne sait pas. Ça vient d'où? De l'Élysée, de Matignon, ou tout simplement du ministère de la Culture et des Arts, on ne sait pas. Bon, il n'y a plus d'art en France, hein, dans l'Hexagone, il n'y a qu'une culture. Ou plutôt, comme disait Macron, il y a des cultures. Non, 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 non. Il n'y a pas une culture de l'Hexagone. Non, non, non. Il y a des cultures sur notre sol. Oui, 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 oui. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des cultures venues d'ailleurs. Vous voyez? Alors je sais bien que chaque pays, chaque continent ont leur propre culture, bien sûr, leur propre activité artistique, naturellement. Naturellement. Là n'est pas le sujet. Mais quand il dit qu'il y a des cultures, vous voyez, il ne parle pas d'une élite venue d'ailleurs. Non, 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 non. Il parle de tous ces gens qui viennent sur des bateaux de fortune, échoués sur nos plages. C'est de cela dont il est question. Alors c'est eux qui nous apportent leur culture. Ce n'est pas les élites de ces mêmes pays, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne confonds pas entre une arrivée de gens à qui on fait croire qu'ils vont tout avoir, ce que c'est l'Eldorado, avec une élite de ces mêmes pays, hein, par exemple la Somalie, voilà, des pays où là, il y a de l'art, certainement, il y a une culture, oui, certainement. Mais je vois pas pourquoi on vient nous dire des cultures, quoi. On a déjà des difficultés, nous. D'ailleurs, en même temps, ce même président, il liquide les monuments classés historiques, il liquide les entreprises comme Alstom, ça vous le saviez, depuis 2007, hein, oui, 2007, non pas 2007, 2017, pardon. 2017, hein, où il a bradé déjà, il a commencé à brader. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cet homme-là, il a fait à part l'écart Macron? L'écart qui porte son nom. Je peux vous dire que l'écart Macron, il ne se répandent pas partout. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles lignes, apparemment. On n'entend pas beaucoup parler. Où est la réussite de cette histoire? Ah oui, et puis il a été dit l'année dernière, en 2024, qu'il ferait des nouveaux cars à courte et moyenne distance pour 2025. Bon, ben on attend, hein. On va voir. Mais où vont-ils prendre l'argent? Oui, remarquez, ils ont beaucoup d'argent, mais cet argent n'est pas donné là où il faudrait, vous voyez. Il est donné ailleurs. Par exemple, les pièces jaunes pour les hôpitaux, vous savez où ça part? Allez, je ne vais pas vous le dire, hein, parce que vous allez vous arracher les cheveux. Mais ça ne va pas dans nos hôpitaux, dans les soins de notre pays, dans l'Hexagone, hein. Je vous le dis tout de suite. Autrefois, oui, c'était un peu la panacée. On disait oui, donnez autant de Pompidou. Et puis par la suite, il y avait ces histoires de pièces de jaunes que la première dame de France, Madame Pompidou, pour commencer, a commencé à récolter pour les hôpitaux de l'Hexagone. Mais depuis, ça a été détourné. Et depuis fort longtemps d'ailleurs. Et d'ailleurs, même, je me demande si sous Pompidou, déjà, il n'y a pas eu des détournements. Je ne sais pas. Mais bon, c'est à creuser, vous voyez. Voilà, chers amis, un petit peu où je voulais en venir. Bon, nous allons revenir, si vous le permettez, à notre page d'accueil. Voilà. Non, c'est pas là.
Voilà, c'est ici. Voilà mes amis, donc nous nous retrouvons. J'arrête là cette partie de l'histoire de notre pays, du royaume du fromage. Je peux pas dire trop le nom parce que déjà mes vidéos elles montent pas beaucoup. Et je me demandais pourquoi. Parce que mes sujets sont assez corrosifs. Alors oui, je vous ai pas parlé à propos de Charlemagne. Bon, j'aurais pu m'étendre encore sur la raison pourquoi il conquérait ces vastes territoires au-delà du royaume. Eh bien oui, parce qu'il faut entretenir ses vassaux. Alors les vassaux, c'était oui les marquis, les comtes. Alors pas confondre la vassalité d'un second rang, donc comme je vous l'ai dit, comte, marquis, etc., avec les vassaux des champs, des cultivations, des cultures, pardon, des cultures de champs. Ceux-là, ce sont des serfs, voilà. Ça n'a rien à voir. Et à ceux-là, on leur concédait pas grand-chose. Je peux vous dire qu'ils traitaient justement, ils traitaient la terre au nom des seigneurs, de ces vassaux justement à qui ils soumettaient une partie de leur revenu, quoi. Ce que ne faisaient pas les Carolingiens. Les Carolingiens laissaient pratiquement tout à ces gens, ces paysans, ces cultivateurs, ces éleveurs qui cultivaient leurs terres, leurs champs, traitaient les animaux, etc. Mais non, les Carolingiens, c'est monnayable, c'est devenu financier. Et je n'invente rien. Le royaume des Carolingiens ont perdu une grande part de l'or en provenance de Byzance. On l'a lu. Donc il fallait chercher de l'argent, ou plutôt, pas de l'argent, non, quand même pas. Enfin, si, le métal. L'or, il fallait le chercher ailleurs. C'est là que je vous ai dit, et c'est là qu'on vient de lire la traite entre le calife, le sultan, enfin je ne sais plus comment on appelle, et puis le roi. Charlemagne. Mais Charlemagne ne traitait pas directement, je vous l'ai dit, traitait pas directement avec le sultan puisqu'ils étaient en guerre tous les deux. Et chacun étendait son influence. Charlemagne, il voulait agrandir son royaume et les musulmans aussi. Que voulez-vous? Alors quand ils ont été battus, il fallait bien qu'ils se tournent ailleurs, les musulmans. Et quand Charlemagne manquait de fonds, il fallait bien qu'ils prennent l'or quelque part. Eh bien, on verra ça peut-être plus tard. Je ne sais pas si on va le trouver, mais déjà, je peux vous dire que l'or, il va falloir le trouver. Il faut trouver la monnaie pour payer ses vassaux, parce que plus on s'agrandit, plus il y a des nouveaux vassaux qu'il faut payer, et qu'il faut entretenir. Et le clergé que l'on implante, notamment quand ils ont converti, de force les Lombards, il fallait bien payer l'Église. Eh oui. Le pape donnait d'un côté, mais le pape il disait oh 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 oh, votre majesté là-bas, en Gaule, il faut que vous aussi vous contribuez. Eh oui, il fallait qu'ils payent à Rome, ou alors aux évêques locaux, il fallait qu'ils payent quelque chose de Charlemagne. Il faut les entretenir, ces princes d'église, voyons. Alors les princes d'église, c'est les évêques, Les prêtres, les moines, eux, ce sont des vassaux des évêques, quoi. C'est en dessous. Voilà, chers amis, un petit peu, oui, je demande pardon aux croyants, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Ça s'est pas fait dans la douceur, les conquêtes de Charlemagne, et puis des autres rois aussi, mais à commencer par Charlemagne, peut-être aussi par ses deux prédécesseurs, mais surtout Charlemagne qui, lui, a beaucoup fait pour l'expansion du territoire franc ou gaulois. Et puis, il fallait payer, et ça coûte cher tout ça. Voilà, chers amis, je voulais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus. Si c'est le cas, écoutez, pardonnez-moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors comment je fais pour reculer là? Je peux pas. Ah si. Voilà. Voilà, on va peut-être aller là. Qu'est-ce qui se passe là? Je peux pas aller ailleurs. Ah bon? Non, décidément. Ça c'est quoi? Ah oui, voilà, ça c'est... ouais, d'accord. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Pardonnez-moi, chers amis, j'ai du mal à voir.
oui, d'accord, je me disais bien, il y a quelque chose qui ne tournait pas. Bon. Je reviens, chers amis, un petit peu. J'essaie de mettre la vidéo de fin, mais je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ah, ça y est. C'est pas forcément simple, vous savez. Et voilà, ça recommence. Oh là là là. Ah oui, je peux pas revenir en arrière. Bon, chers amis, on s'arrête là. On se dit à bientôt. Soyez heureux. Donc, attendez, que je fasse quelque chose auparavant, peut-être, pour pouvoir... Voilà. Oui, mais du coup, est-ce que je peux y arriver, là? Oui, d'accord. Bon, voilà. Chers amis, je reviens un instant vers vous. Hein. Pardonnez-moi de ce patouillage. C'est Windows, que voulez-vous que je vous dise? Enfin, remarquez, Mac, je ne sais pas. Bon, je ne l'ai pas. Si pour vous, Mac, ça marche mieux, ben faites-moi un commentaire, dites-moi. Peut-être qu'un jour, je changerai de matériel. En tout cas, chers amis, on se dit à très bientôt. Soyez heureux avec les proches de votre famille, bien sûr. Vos parents, vos enfants, petits-enfants, pour les plus âgés. Ceux qui ont mon âge et même au-delà, ou peut-être plus jeunes d'ailleurs. On peut être grand-père même à 60 ans, hein, même avant, à 50 ans aussi. Alors, soyez heureux avec vos amis, bien sûr, c'est évident. Soyez dans la compassion, dans l'empathie, soyez dans la concorde. Tâchez de ne pas toujours vous fâcher et surtout, vivez dans l'empathie aussi sur votre lieu de travail. Et vous savez, les commentaires en politique, évitez-les. Parlez jamais de politique parce que... J'ai même ce matin posé des questions anodines. Vous savez, chez nous, ils ferment les parcs depuis une semaine, même plus maintenant, pour des raisons. Toujours des raisons, vous savez. Toujours des excuses d'une branchette qui va tomber. Un petit coup de vent. Un petit souffle, vous voyez. Un petit peu, n'importe quoi. Tout est bon pour empêcher les gens d'être heureux, de circuler librement sur le territoire de l'Hexagone. Article 1 du Code civil, il faudrait que les gens le relisent. Et puis, bien entendu, soyez heureux sur votre lieu de travail. Alors évitez, d'ailleurs même en famille, vous voyez, si vous voulez être heureux en famille, parlez pas de politique. Parce que actuellement, et puis depuis très longtemps déjà, depuis très longtemps, ça a souvent été un sujet de discorde, de déchirement, parfois d'empoignades malheureuses. Ça peut arriver aussi. Alors, n'en parlez pas en famille si vous pouvez éviter ce sujet, sauf si un jeune vous pose une question ou quelqu'un de votre famille. Sinon, évitez, répondez succinctement et puis voilà. Entre amis, là aussi, si vous voulez conserver vos amis, soyez pas en dette avec eux, bien sûr, déjà pour commencer. N'ayez pas de dette envers personne. Et puis, parlez pas là non plus de sujets qui fâchent, politique, religion. Ah oui, religion aussi, vous voyez, c'est des sujets qui fâchent. Les deux sujets dont il est, non pas interdit, mais où c'est très limité, l'espace est très étroit, c'est la religion, la politique, ou la politique et la religion, peu importe dans quel ordre vous le prenez. Et puis, sur votre lieu de travail, je vous l'ai dit, hein, parler de travail, parler d'autres choses, des vacances, c'est beaucoup mieux comme ça. Allez, chers amis, on se dit à bientôt. Et je vous souhaite d'être heureux, pourquoi pas, hein, je vous souhaite beaucoup de bonheur, voilà. Je vous mets, d'accord, on se dit à très bientôt, au revoir. Freeze and yet am always praising, strong as
Stop it inside.